Bonjour. En ces temps difficiles où chacun porte la douleur du monde, comment sortir de l'anxiété qui tourmente les poètes et les créateurs et qui les destine à une noirceur profonde? Comment nommer cette noirceur pour mieux dépasser l'oppression? Comment dire l'innommable à travers la poésie? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nora Atala, poète québécoise d'origine gréco-libanaise et franco-géorgienne. Elle a été finaliste en poésie du prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec avec Homme de sable, puis du Grand Prix international de Roumanie avec Lumière noire et des prix littéraires de Radio-Canada avec À l'angle de la peur. Elle était aussi lauréate du Grand Prix de l'Union des poètes francophones de Belgique. Elle est vice-présidente Québec du PEN Québec International. Elle est auteure de 8 recueils de poèmes, un recueil de contes et nouvelles et de 2 romans. Son tout dernier recueil s'intitule Mort debout. Ici Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue chez Art et Lettres et bienvenue à vous, chère Nora. Comment ça va? Bonjour, ça me fait grand plaisir d'être avec vous, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nora Atala. Alors, je suis déjà entouré, submergé de vos livres qui sont là près de moi. On va en parler dans les quelques minutes, en plus de votre tout récent Mort debout. Mais d'abord, il faut dire que vous êtes polyvalente et non seulement ça, vous êtes une ambassadrice de la littérature québécoise et de la poésie québécoise que vous exportez ailleurs dans l'Hexagone. On va parler aussi de ce point-là parce que vous avez été en résidence dans certains pays. Mais dans un premier temps, la question préliminaire de vos débuts, parce qu'il paraît que vos débuts, vous les avez commencés avec la poésie, puis vous avez versé après vers le roman. J'ai ici des romans, des contes, des nouvelles, et vous retournez à la poésie. Et se dire que la poésie, pour vous, c'est votre éternel moteur de création et de créativité? Disons que la poésie a été mon premier amour avec lequel j'ai commencé à écrire à 12 ans. Et puis ensuite, tranquillement, vers l'âge de 15 ans, j'ai décidé que je voulais entreprendre un roman, mais au bout de 6 chapitres, je n'avais plus rien à dire parce que je pense que ce qu'il faut pour pouvoir écrire un roman, c'est du vécu. Parce qu'on écrit toujours avec notre mémoire et ce dont et notre passé, en fait. Et voilà, c'est comme ça, tranquillement, j'ai écrit j'ai écrit des nouvelles dans une revue montréalaise qui a été Mhm. publiée à l'époque. Et j'en ai écrit peut-être 5, 6 comme ça. Et ensuite, ben, il y a eu un silence pendant 10 années où les enfants étaient vraiment trop petits et ça demandait trop de mon temps. Puis Mhm. après, j'ai repris la plume après avoir vécu 2 ans au Zaïre, la Oui, République démocratique du Congo. J'ai très bien. décidé d'écrire un roman sur ce pays. Excellent. Alors, et puis là, j'imagine que vous avez commencé à écrire, là vous me corrigez, à partir de 2007. Là, j'ai votre premier, j'imagine, La couleur du sang, mesdames et messieurs, de son auteur, Nora Atala. Ah, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman sur l'exil, Nora? C'est l'exil, c'est la perte, la quête identitaire, la perte identitaire aussi, parce qu'on sait que Mhm. au Congo, les Congolais eux-mêmes ont subi des pertes identitaires avec les changements Oui. de régime, de nom de pays, de nom de leur propre nom aussi. Mhm. Donc, avoir vécu là-bas, j'avais envie de parler de ce pays et sous forme de roman, parce que je suis pas Oui. historienne. Et Mhm. puis, en fait, j'ai commencé à l'écrire en 96, 97, et ça a mis 10 ans pour trouver Ça a mis un des années. éditeur qui a Mhm. eu un coup de cœur. Et je l'ai réécrit 6 fois, ce livre, d'un bout à l'autre. Donc, c'est un livre qui a beaucoup exigé de ma part. Très bien. Puis, en 2008, une escale à Kingsley Falls. Voulez-vous Exactement. nous dire plus, justement? Là, j'avais envie de parler de l'interculturalité, la Oui. diversité. Mhm. J'ai vécu 3 ans à Kingsley Falls et j'ai Mhm. décidé de créer mon propre village. Mais au début, c'était plutôt des micro-nouvelles, je dirais, qui ont été publiées Mhm. dans des revues locales, des journaux locaux. Mais arrivé à la troisième histoire, j'ai eu envie,
en fait, de créer des personnages avec des destins croisés, des personnages qui venaient d'ailleurs, peut-être comme moi, et Mhm. de faire une histoire d'entraide, de solidarité, d'acceptation, Dans un contexte d'intégration. interculturel. Très bien. Inter- Parfait. Oui, Oui, parfait. exact. Alors, parfait. Puis après, en 2010, ce livre, on va dire un recueil de contes et de nouvelles traversées que vous avez Traverse. publié en Traverse, pardon, que vous avez publié en 2010, mais avec Alix Renaud. Voulez-vous nous en dire plus? Voilà, j'avais écrit des nouvelles, des contes dans le contexte de certains concours littéraires à l'étranger. Oui. Et j'en Mhm. avais une douzaine, hein, mais je n'en avais pas assez pour euh, former un livre. Et j'ai mon ami et collègue Alix Renaud, qui est poète, nouvelliste, conteur, diseur. Donc, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que tu as envie qu'on mette nos textes ensemble? Je suis sûre que tu en as dans tes Des tiroirs. choses Et à là, dire. on pourrait Hmm. faire un livre. Et l'éditeur a accepté de nous publier ensemble. Communément, de manière commune. Très bien. Et Oui. puis, finalement, en 2010 aussi, dans la même année, vous avez publié ce recueil de poèmes Lumière noire, mesdames et messieurs, de Nora Atala. Un poème subjectif, on peut le dire comme ça? En fait, ce sont Lumière Noire. Vous constatez qu'il y a un paradoxe dans le titre. C'est Oui, comme une oxymore. Et donc, c'est pour aller rejoindre tous les paradoxes que nous avons en nous-mêmes, oui, les combats que nous livrons avec notre part de lumière et notre part de noirceur. exactement. Et puis, comme vous dites, c'est un titre, justement, il y a un oxymore, c'est très métaphorique, et c'est ça que nécessite la poésie, justement. Alors, Nora, on va juste faire une pause publicitaire et on vous revient. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invitée d'aujourd'hui, Nora Atala. On va continuer, Nora, si vous le permettez, avec cette parution en 2013, Homme de sable. Et nous avons un souvenir en commun, si vous vous rappelez bien, à propos de ce recueil, un projet poétique en commun. Alors, voulez-vous nous dire plus sur Homme de sable, qui a déjà eu un prix, et puis quelle est la thématique? Voici Homme de sable est né de mon retour en Égypte des années plus tard pour la première fois après que mes parents l'avaient quitté. Mhm. Et donc, j'avais envie de mettre en contexte ce pays de poussière, de sueur, de misère aussi, et raconter l'histoire d'un peuple, mais aussi jusqu'à même l'époque pharaonique, certains passages. Oui, Et nous avons effectivement fait un projet de ce livre ensemble. J'avais donné un spectacle en solo dans le contexte du Printemps des poètes, le Bureau des oui. affaires poétiques au Studio P. Mhm. Et je vous avais demandé si vous aviez envie de venir lire certains de mes textes, mais en arabe, parce Oui, que je sais ni écrire ni lire l'arabe. tout à fait, tout à Donc fait. voilà, c'est là-dedans qu'on a fait cette collaboration dans ce spectacle-là. Excellent. Et puis après, donc en 2011, fallait-il le rappeler, il y avait Gestation de la peur, que voici, mesdames et messieurs, de son auteur Nora Atala. Donc un texte poétique sur l'anxiété. En effet, en fait c'est tout. Il y a deux voix dans ce recueil. Il y a la voix de l'angoisse, de la peur, Mhm. tout ce qui nous habite dès en fait l'utérus et en fin de Oui. compte qui à travers toutes les années où nous grandissons, ces peurs que nous cumulons, Mhm. qui traversent S'accumule au fil des notre années, vie oui. et au fil Mhm. des années. Et il y a une autre voix qui, elle, arrive et elle essaie de faire contrepoids pour dire ce n'est pas toujours comme ça, il faut garder l'espoir, il y a une porte ouverte et il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, même si cette phrase est un peu cliché. Mhm. N'empêche que des fois, même si on se trouve au fond du puits,
on n'arrive pas à se donner une poussée pour remonter à la surface. Excellent. On arrive en 2014 avec les ouragans intérieurs et j'imagine qu'on est toujours dans un contexte d'anxiété et de lutte contre un présent, une réalité quelque part. Est-ce que c'est bien ça? Ce sont les réalités, mais pas uniquement nos réalités à nous avec notre combat intérieur. C'est le combat aussi Mhm. que nous menons à travers la planète dans des situations de guerre, des situations Oui, où tout il à y a fait. des abus de pouvoir. Excellent. Et puis finalement, Bagnard sans visage, qui est paru en 2008, il est assez récent. Oui, il Est-ce est né que d'un voyage. d'un voyage, alors justement, quand on dit Bagnard sans visage, est-ce que c'est un constat sur le statut de l'immigrant, de l'immigration, de la migrance? Qu'est-ce que vous avez observé justement à travers ce texte? Qu'est-ce que vous En, avez voulu transmettre? en fait, c'est pas tant la migrance, mais plutôt la souffrance de l'incarcération, qu'elle soit justifiée ou Oui. pas. C'est l'inhumanité. C'est à travers Mhm. mon voyage, je dirais que j'ai fait en Guyane française, où j'ai vu Oui, le bagne de la Guyane. Et j'ai d'accord. été sidérée, estomaquée un peu par les conditions de vie que ces bagnards Oui, avaient, qui en fait n'étaient pas tous des criminels purs et durs. Il n'y avait pas uniquement des assassins, des violeurs, des meurtriers. Il y avait aussi des prisonniers d'opinion, comme d'opinion, voilà. Dreyfus, par exemple, qui Mhm. s'est retrouvé en Qui avait Guyane, vécu là-bas. Mhm. qui avait, en fait, il a été incarcéré quand même de longues Emprisonné, années. oui. Mhm. Et puis, c'est aussi l'histoire de tous ces bagnards qui, une fois sortis euh, de la prison elle-même, une fois qu'ils ont été graciés ou qu'ils sont arrivés au terme de leur peine, qui se retrouvent comme piégés dans un Oui, pays parce qu'ils ne peuvent plus retourner en France, ce qu'ils appellent la métropole, parce qu'ils se oui. sont... plus rien ne les attend en France. Ils ont perdu leur Mhm. famille, leurs conjointes, leurs enfants. Et voilà, c'est le cheminement de ces bagnards que j'avais envie de raconter. Très bien. Et puis finalement, donc votre tout récent, Mort debout, paru chez Écrits des Forges. Mort debout, j'ai eu plaisir de lire vraiment. Et puis ce que j'ai constaté, c'est que c'est un texte écrit plus ou moins sur la résilience, cet espoir porté peut-être bien sur un monde nouveau, un monde de justice sociale. Est-ce que vous avez écrit justement ce recueil avec ce désir ou cette motivation de dire que nous aspirons tous justement à un monde meilleur, avec des idéaux meilleurs, parce que les temps que nous vivons, ce ne sont pas les temps meilleurs que nous méritons, par exemple. Oui, le livre peut sembler tomber à point parce que, en fait, c'est un sujet qui me travaille beaucoup depuis de longues années par Mhm. rapport aux injustices, par rapport à l'inaction aussi. J'ai vécu dans des Mhm. pays où il y avait des dictatures et, Oui, euh, et j'ai vu des peuples entiers qui étaient assujettis au pouvoir. Donc, j'avais envie de parler de ça, mais aussi de parler de actuel aussi, dans le sens mhm. que nous, les vivants, sommes-nous morts? Est-ce que nous allons laisser continuer ce qui se passe à travers la planète? Alors c'est ça, d'ailleurs, le titre il dit mort debout. Ça veut dire levons-nous, faisons quelque chose Exact. pour que tout ça cesse, quoi. En fait, c'est Dans inspiré le de fond, cela. je vous inviterai, Nora, à bien vouloir le montrer à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Et bien voilà, juste un petit peu, et ben Voilà. voilà, juste près de votre visage, si vous le voulez bien, Ah, mort debout. Et voilà, de Nora Atala, mesdames et messieurs, une publication récente. Euh, est-ce que on peut considérer ce recueil comme un aboutissement quelque part de votre œuvre poétique, Nora? eh bien, c'est le huitième recueil, 5 aux Écrits des Forges. C'est un Mhm. éditeur qui est à Trois-Rivières. Et Oui, l'aboutissement, je ne saurais pas vous dire parce que j'écris tout le temps. Donc, où est-ce que je vais aboutir? Je l'ignore.
Mhm. Mais je pense que il y aura une suite aux morts debout parce que après Oui, qu'on est debout, il faut agir. Alors, je pense que il y aura toujours des aboutissements les uns après les autres, mais je pense que ça n'aura pas de fin. Je suis comme piégée dans cette nécessité d'écrire pour moi oui. qui est viscérale. Qui est viscéral. Très bien. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée d'aujourd'hui, Nora Atala. On continue de discuter avec vous, Nora, concernant Mort debout, paru chez Écrit des Forges. Quand je lis cet extrait, par exemple, quand les chairs se nourrissent de noirceur, les cailloux durcissent leur mémoire, quand entre horizon et saison, chaque étreinte brise les os. On dirait ici qu'il y a comme un effondrement de sens, comme si c'est juste le poème qui reste vivant et qui reste debout ici. Est-ce que vous partagez cette opinion? C'est un appel, à s'éveiller. Donc, si les chairs les chairs, c'est nous, les chairs, c'est la vie. Et si elles se noircissent, que ce soit d'injustice, que ce soit par la guerre, par les abus, les sévices, donc si on ne réagit pas, tôt ou tard, que restera-t-il de nous, en fait? Nora, je vous inviterai, si vous le voulez bien, à nous lire un extrait de Mort debout pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Avec vous, Nora Atala, mesdames et messieurs, pour un extrait de son recueil paru chez les Écrits des Forges. C'est à vous. Avec plaisir. Des festons d'appréhension pendent à nos vies, les barbelés écorchent nos membres. À bout de peur, nous rampons vers le langage des ombres. Les parapets glissent de nos mains chargées de fièvre. La réponse reste bien tapie dans la densité de nos doutes. Accablés d'inquiétude, nous quêtons de l'œil les margelles du bonheur dans sa fuite perpétuelle, jetant derrière lui ses franges. Dites-nous comment parer cette folie, comment dans les pierres sculpter des colombes. Un jour ou l'autre, la chute viendra. Dites-nous que faire une fois sombré. Fuir l'opacité, batifoler sur l'aurore, goûter la rosée, n'est-ce pas là la finalité de toute chose? Excellent. Alors, il y a une quête identitaire et il y a aussi euh, ce, ce, cette interpellation du passé et du présent. Comme vous dites ici dans un extrait, les miettes du passé jonchent les plaies du chemin. Le passé est très présent parce que c'est à travers l'interpellation du passé qu'on peut justement faire notre deuil. Effectivement, en fait, le passé va faire qui nous sommes et nous sommes en fait les seuls maîtres pour modifier notre parcours. Le passé fait que nous portons les gènes même de nos ancêtres et de tous ceux qui sont venus avant nous. Nous portons ça, on ne peut pas faire autrement que d'agir avec ce qui nous a été enseigné, tout ce qu'on a vécu. Et Nos il valeurs. n'en tient qu'à nous de Oui. réagir et d'agir. J'aimerais qu'on parle d'un point aussi, comme je vous ai présenté au début, vous êtes une ambassadrice de la littérature québécoise ailleurs, et je sais que vous avez été dans certains pays comme le Mexique et comme le Maroc aussi, où vous avez exporté cette belle littérature québécoise ailleurs. Voulez-vous nous dire un mot là-dessus, s'il vous plaît, Nora? J'ai commencé un projet en 2009 quand je suis partie en Égypte à la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. J'ai Mhm. transporté avec moi des livres. J'avais envie de faire voyager la littérature québécoise et canadienne francophone.
Et puis après, ben, je l'ai fait en Roumanie, au Cameroun, je l'ai fait partout un peu où j'ai voyagé. Je l'ai fait au Mexique, au Maroc où j'ai vécu 3 ans aussi. J'en ai rapporté une bonne quantité en De raison livres, de oui. la générosité des éditeurs, les auteurs. Et pareil au Mexique, j'ai été en résidence là-bas pour un mois au Chili pendant un festival de poésie. Et là, j'étais en résidence à Paris. J'ai dû rentrer, comme tout le monde qui revenait de voyage. Mais Oui, fort avec les heureusement, le circonstances. Conseil des Arts, oui, le Conseil des Arts Oui, me l'a reporté à l'an prochain, au printemps prochain. Alors, je suis vraiment soulagée de ça. Voilà, c'est un excellent. petit peu ça. Je fais voyager autant que je peux les poètes et leurs livres, mais aussi les écrivains en général. Très bien. Alors, comment est-ce que vous voyez justement la présence de la littérature québécoise ailleurs? En fait, si on va en Afrique, la situation, elle est différente dans la francophonie. Malheureusement, c'est un manque de fonds, manque de financement. Mhm. Les livres actuels d'aujourd'hui ne se rendent pas jusque là-bas. Et c'était une des raisons pour laquelle moi, j'avais envie de les faire voyager et de les offrir en don dans les bibliothèques, les centres culturels. Si on prend l'Europe, évidemment, c'est une chose différente. En Roumanie, la langue française était quelque chose qui s'est perdu avec le temps. J'ai voulu quand même à la bibliothèque de Curtea de Argeș en Oui, déposer là-bas pour permettre aux francophiles, francophones, d'avoir un petit accès, un d'accéder. petit rayon. Voilà, Excellent. c'est un peu la raison. Et c'est pareil pour le Chili, pour le Maroc. Ça se rend, cette littérature ne se rend pas forcément hors de nos frontières. Et donc voilà, c'est tout à votre honneur. Vous jouez un rôle excellent là-dessus. Nora, donc voyez-vous, le temps passe vite. Un dernier mot, vos projets d'avenir. Projet d'avenir, écriture, écriture. Je participe des fois à certaines thèses de doctorat de certains étudiants. Je donne des ateliers d'écriture, des festivals de poésie. C'est ma grande passion d'aller à l'étranger et de faire voyager la poésie, le français aussi. C'est très, Oui, la chez langue moi, c'est très française, bien sûr. important, la langue française. Et l'écriture, évidemment, j'ai un recueil en gestation. En fait, j'en ai plusieurs. Souvent, j'ai comme plusieurs tables de travail selon les moments, selon l'inspiration. Je continue dans l'un ou dans l'autre. Et Excellent. c'est toujours Alors, l'écriture, les projets. excellent. Alors, une très belle continuation à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Nora Atala. Et merci à vous de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.